Salut tout le monde, c'est Isma, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas tourné une petite vidéo, ça fait 2 semaines, mais on est de retour après les voyages, après les vacances, on est là et c'est parti pour le sommaire de la vidéo. Alors au programme, on est en pleine trêve internationale, c'est compliqué d'avoir énormément de choses à dire. On parlera assez vite fait du match face au Havre, mais de façon très vite fait. On parlera de la Ligue Europa, de la Ligue 1, de la fin de saison qui s'annonce folle, les gars, avec une course à la Ligue des Champions palpitante. On parlera ensuite de petites informations. On va parler Fofana, Jean-Michel Aulas. Donc voilà, des petites choses assez sympas. C'est parti les gars pour la vidéo. On commence donc par la partie match et par Lyon qui affrontait Le Havre la semaine dernière et une belle victoire. Enfin belle, on y reviendra. 4-2 avec notamment une rentrée magnifique de Georges Mikotadze qui est en feu en ce moment. Encore avec la Géorgie, je crois que c'était avant-hier ou avant-hier, il avait sorti un gros match avec un but assez sympa quand même. Puis pareil, le but contre Le Havre, magnifique aussi. Enfin, franchement, c'est très fort. Georges Mikotadze, en ce moment, je pense qu'il est largement titulaire à l'Olympique Lyonnais pour les prochains matchs. Malheureusement, et ça me fait mal au cœur de dire ça, Alexandre Lacazette, c'est plus que c'était, que ça soit dans le jeu, c'est même moins bon qu'au début de saison. C'est pas très très décisif, il a marqué sur penalty contre Le Havre. Donc voilà, il va falloir, je pense, laisser notre Géorgien prendre les devants, s'imposer et continuer cette espèce de transition pour la saison prochaine où Mikotadze sera, je pense, le titulaire indiscutable à ce poste-là s'il n'y a pas de recrue. Donc malheureusement pour Lacazette, ça sent un petit peu la fin, j'ai envie de vous dire. Mais ça n'empêche que ça reste un taulier du vestiaire, du terrain indirectement, pas par son niveau de jeu, mais par le charisme qu'il dégage, on va dire, sur le terrain. Donc voilà, c'est quand même un joueur important, Lacazette, faut pas dénigrer ça, même si dans le jeu c'est plus compliqué. Voilà, Mikotadze a été très bon, c'est ce qu'il faut retenir notamment. On peut aussi retenir une erreur d'arbitrage sur le penalty du Havre. On voit clairement le joueur, c'était Keshta qui se balaye lui-même entre ses deux jambes. Genre, il se met un coup de talon dans la pointe du pied, ce qui fait qu'il tombe. Il y a eu penalty. La VAR était contre ce penalty. L'arbitre a dit pourtant aussi. Ensuite, la FFF a bien confirmé qu'il n'y avait pas le penalty. Donc, encore une fois, ça souligne le niveau de l'arbitrage français qui est l'un des pires des 5 grands championnats. En fait, c'est le pire des 5 grands championnats. Et que certes, on a des arbitres qui brillent en Europe. Je pense à Turpin. On en entend moins parler, on va dire, de Turpin en France. Ces derniers temps, c'est mieux parce qu'il fait moins d'erreurs que ce qui aurait pu être le cas, notamment la saison dernière ou les saisons d'avant. Ça reste pas non plus un excellent arbitre dans notre championnat. Il fait des bonnes choses sur les compétitions européennes, même s'il a, au match Real Atlético, je crois, il avait fait une décision de la VAR qui a duré genre plusieurs minutes, c'était horrible. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo, mais voilà, l'arbitrage a encore une fois été mauvais. Et je pense que, à cause de Fonseca, à cause de ce qu'il a fait, maintenant qu'il est en tribune, les arbitres vont être sur notre dos pendant très très longtemps et je pense qu'on va être la tête de turc des arbitres et qu'on va franchement se faire fumer dès qu'ils en auront l'occasion de nous mettre un rouge, un penalty, quelque chose, on va prendre cher, moi je vous le dis. Mais voilà, une possession stérile qui a fini quand même par aboutir sur une finition plus remarquable en fin de match, 4-2 alors qu'on n'était pas prêt de gagner. Ça nous permet d'être à 2 points du podium, on est 5e. Monaco est devant, à égalité avec Nice, si je dis pas de bêtises, ouais, qui sont 4e et 3e. Marseille un peu plus devant, on est passé devant Lille, c'est bien. Pour la suite du championnat, on arrive dans le sprint final. L'ADN de notre club, c'est depuis les 10 dernières années, on est excellent en fin de championnat. J'espère, je touche encore du bois, j'ai pas de bois sous la main, mais je touche du bois parce que j'ai pas envie de parler trop vite et qu'on fasse une mauvaise fin de saison. Là encore, pendant le rassemblement, nos Lyonnais sont impeccables. Même Galet Tachar a fait un gros match contre l'équipe de France jeudi. Jeudi, bref, voilà. Mikotadze est bon, Nuama a fait un gros match avec le Ghana, enfin, c'est pas mal de petites choses qui sont assez sympas, et là, il va falloir être bon, parce qu'on a quand même pas mal de matchs assez compliqués, on va se taper Strasbourg et Lille pour les 2 premières rencontres avant United, je crois c'est le 10 avril, le match aller, donc voilà, ce sera 2 matchs pas simples contre 2 concurrents directs, Lille qui est 6e, Strasbourg 7e, si j'ai pas de bêtises. Alors ça va être vraiment compliqué. Par contre, si on gagne les 2 matchs, on est royal, je pense. Et après, il y aura encore une fois d'autres matchs qui seront pas à pas. Je pense notamment à Monaco. Il y a pas mal de petites confrontations qui vont être difficiles en fin de saison, mais on n'est pas les seuls dans ce cas-là. Tout le monde se joue, j'ai l'impression. D'ailleurs, Monaco joue Nice dès la semaine de la reprise. Donc ça, c'est bien, ça fait nos affaires aussi qui s'affrontent. Personne aura une fin de championnat facile. J'ai pas regardé Marseille, mais en tout cas Nice, Lille et Monaco vont jouer des grosses écuries, même Strasbourg va faire des gros matchs contre Lyon, contre Monaco, contre Nice, je crois que tout le monde s'affronte. Donc il va falloir être bon contre nos adversaires directs et ensuite assurer contre les petits. Nous, il nous reste Angers à jouer, je crois Saint-Etienne aussi.
Saint-Etienne le 20 avril, si je dis pas de bêtises, à 20h45. Donc voilà, pour la Ligue 1, il va falloir être bon et accrocher les places qualificatives en Ligue des Champions. On en a les moyens maintenant, il va falloir être très concentré et pas laisser des points inutiles tomber. Parce qu'évidemment, si on gagne contre les concurrents directs mais qu'on perd contre Angers Saint-Etienne, ce sera pas non plus très, très valorisant et je pense qu'on va pas faire une bonne opération au classement. Voilà pour ça. Maintenant, Ligue Europa. On joue Manchester United, je vous l'avais dit, c'est donc le 10 avril, et normalement la semaine d'après le match retour. Le match retour est à Old Trafford, malheureusement, c'est assez dommage parce que on aurait bien joué le match retour dans nos antres, dans notre antre, pardon, et ça fait un avantage quand même assez grand pour les Mancuniens. Alors ce sera pas facile, évidemment qu'on n'est pas favori, évidemment qu'on tire l'une des plus grosses équipes, au moins sur le papier, de cette Ligue Europa. Mais je pense que c'est faisable, je pense que c'est possible. La défense mancunienne est vraiment catastrophique. Je crois qu'avant la trêve, ils étaient 14e de PL. En défense, c'est vraiment compliqué. Il faut faire juste attention à Bruno Fernandes, qui est le maître à jouer de cette équipe, et on espère qu'il se blesse. Normalement, United joue Newcastle avant le match retour, je crois. Si Guimaraes pouvait faire un petit tacle sur Bruno Fernandes pour lui casser un genou, ce serait pas mal. Donc ce sera pas facile, mais ce sera un beau match avec une belle confrontation. Et moi, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Alors, j'en connais qui sont optimistes, j'en connais qui sont pessimistes aussi. Mais moi, je pense qu'on aura notre coup à jouer. Et pour ça, pareil, il va falloir être très bon. Il va falloir que tout le monde soit en forme et que ça joue très bien. Et on va miser en fait sur le fait que Fonseca soit sur le banc en Ligue Europa. D'ailleurs, Lyon va saisir le CNOSF pour essayer de faire réduire la peine ou au moins donner l'accès au vestiaire. Je sais pas, on verra ce que ça aboutit. Je suis pas trop confiant dans ce genre de démarche, mais voilà. Plusieurs joueurs lyonnais ont déclaré lors des interviews être ambitieux pour ce match de Ligue Europa, pour la compétition, la Ligue Europa. Ils veulent aller le plus loin possible, ils veulent la gagner, et je pense même que c'est peut-être plus simple, on va dire indirectement, de gagner la Ligue Europa que finir en Ligue des Champions sur le classement. C'est au moins ce que je vous aurais dit il y a quelques semaines. Là, on arrivait à resserrer un peu les étaux. Donc, est-ce que c'est toujours le cas? Je ne sais pas. Mais il faut jouer crânement notre chance sur ce tableau. Il nous reste que ces deux compétitions à jouer. On s'est fait exclure de la Ligue de France, de la Coupe de France par Bourgoin-Jallieu. Donc, forcément, il va falloir être performant, certes. Mais moi, je crois en nous. Et je pense qu'on peut aller très loin. Et pourquoi pas ramener cette Ligue Europa? Ce serait vraiment exceptionnel. Et ça, on verra déjà après la confrontation contre United. Déjà après le match aller, on verra, on en reparlera. Voilà pour la Ligue Europa, voilà pour la Ligue 1. Maintenant, on va passer aux autres infos un petit peu annexes, mais qui sont toujours sympas à écouter. On enchaîne pour la suite de la vidéo, les gars. 3 infos pour finir la vidéo. On commence par Fonseca. C'est le meilleur entraîneur de l'Olympique Lyonnais sur ses 9 premiers matchs depuis Gérard Houllier, donc dans le début des années 2000, même un petit peu avant. Donc ça fait 7 victoires en 9 matchs. C'est assez exceptionnel. Alors, vous me direz, on peut le féliciter et tout, mais moi j'ai un peu peur pour Fonseca le jour où ça ira moins, parce qu'avec cette exclusion du banc de touche, du vestiaire, tout ça, il a un peu cette épée Damoclès sur la tête. En fait, il est forcément fragilisé, et c'est un argument en plus pour l'exclure en cas de mauvais résultat. Alors ça, évidemment, c'est dans la logique des choses, parce qu'on pouvait penser que Pierre Sage, lui, avait peut-être une assurance vie, enfin j'exagère un petit peu, mais une assurance du fait qu'il ait sauvé l'Olympique Lyonnais de la mort, on peut clairement dire ça comme ça, la mort directement. Or, ce n'était pas le cas parce que John Textor, lui, est un grand malade mental et certes, il préférait Fonseca, il a toujours voulu avoir un club où il avait Fonseca à sa tête, mais il a toujours été malade ce mec et il a exclu notre Pierre Sage après des débuts magnifiques et encore des résultats qui nous étaient favorables et franchement, le management de sa part n'était pas non plus innocent quant à nos mauvaises performances au mois de janvier notamment. Donc voilà pour ça. Deuxième petite information, c'est Malik Fofana qui quitte le rassemblement le rassemblement belge. Non, c'est le rassemblement belge. Pour une petite alerte, on ne sait pas où, on ne sait pas la nature de la blessure. Rien ne nous a été communiqué. Mais je préfère bien évidemment qu'il rentre, qu'il se repose, qu'il se rééduque, qu'il revienne sur le terrain progressivement et qu'il soit là pour cette fin de saison et pour cette Ligue Europa, plutôt qu'il aille se cramer avec la Belgique pour des résultats qui seront pas favorables pour eux. On l'a vu la claque qu'ils ont pris face à l'Ukraine. Ce sera pas simple s'il se reblesse et qu'on doit composer sans lui, malgré le fait qu'il soit l'un des perdants de l'arrivée de Fonseca, comme Verretou, comme un petit peu Amner, comme pas mal de petits joueurs. Et voilà, notamment Fofana, qui a perdu énormément de temps de jeu.
au profit d'Ernest Noama qui est en pleine confiance et qui l'a bien remplacé, ça il faut le dire aussi. Donc félicitations à Noama. En tout cas, Fofana quitte le rassemblement belge. Et petite information, enfin petite, assez drôle quand même, pour clôturer, on va dire, la vidéo, c'est que Jean-Michel Aulas, qui fêtait ses 76 ans hier, est deuxième aux intentions de vote, donc au sondage, pour les municipales de Lyon, à 4 ou 5 points, je crois, derrière Grégory Doucet, le maire sortant de la ville des Lumières. Donc, il s'est même pas, il s'est même pas présenté officiellement, c'est ça qui est drôle. Le mec est deuxième dans les sondages, alors qu'il s'est pas présenté, qu'il n'a pas d'étiquette politique. C'est assez fou. En tout cas, c'est drôle et ce serait sympa de voir Jean-Michel Aulas, le roi de l'Olympique Lyonnais, le papa de l'Olympique Lyonnais, devenir le roi de Lyon, entre guillemets, enfin vous comprenez l'idée, mais ce serait assez sympa. Donc franchement, à voir comment ça se passe lors des prochaines années. Enfin, les municipales, c'est l'année prochaine, si je dis pas de bêtises, en 2026. Donc à voir comment ça se passe plutôt dans les prochains mois, s'il se déclare officiellement candidat, s'il prend une étiquette politique, ça m'étonnerait, je pense qu'il restera sans étiquette. Mais en tout cas, voilà pour ça, voilà pour cette petite information qui est assez sympa. Et on va clôturer la vidéo là-dessus, j'espère que vous l'aurez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. On se retrouve la semaine prochaine et on se laisse sur une phrase de Barthruzza, l'Olympique Lyonnais est une formidable raison d'être heureux. Allez, ciao les gars.